Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Coup d'envoi des rencontres économiques d'Aix-en-Provence dans 2 semaines. Le thème cette année, ce sont les métamorphoses du monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Et 2 membres du Cercle des économistes avec vous, Jean-Hervé, Claire Vaison. Bonjour. Et Lionel Fontagnier. Bonjour. Alors Jean-Hervé, 3 jours de rencontres, on le rappelle, c'est les 6, 7 et 8 juillet avec des intervenants du monde entier, des philosophes, des politiques, des économistes, tous les membres du Cercle des économistes. Et le thème, ce sont les métamorphoses du monde. Et Jean-Hervé, vous avez écrit: de l'élection de Donald Trump en passant par l'hégémonie des géants du numérique, ce sont les symptômes d'un monde dépassé par la complexité et la vitesse inédite de ces métamorphoses. Oui, parce que vous savez, on a toujours l'habitude de considérer qu'à un moment déterminé, le moment où on vit est exceptionnel. Vous vous souvenez, quand nous rentriez en 4e, on vous disait la 4e, c'est l'année clé, etc. Et il y a cette tentation. Mais pour une fois, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, l'Aquarius, Donald Trump, le conflit de la SNCF qui se déroule pendant les épreuves du bac, tout ça est la preuve que dans ce monde qui était un monde en réalité plutôt de dialogue, plutôt régulé, plutôt de régulation et de gouvernance mondiale, ce monde est en train de mourir doucement, et enfin pas doucement. C'est la mort d'un monde pour un nouveau monde. Pour une nouvelle forme de multilatéralisme. Et au fond, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est une période très, très passionnante, nous autres, les membres du cercle, et mes camarades, moi-même, on est une trentaine, on va essayer de sortir quelques pistes de ce que pourraient être les bases de ce que pourrait être une nouvelle forme de multilatéralisme, de nouvelles formes de négociation. Vous voyez bien, je pensais à l'Aquarius, mais ça montre la preuve de la côté complètement fou dans lequel nous sommes. Pendant une semaine, on a vu les malheureux migrants balader d'un pays européen à un autre, ou plus exactement pas balader, refuser d'un pays à un autre. Je trouve qu'on est quand même dans une période qui mérite qu'on se penche sur le sujet et qu'on essaie de trouver les voies de quitter cette terre où il y a quelque chose de crispation, de nationalisme, de tension, tension. Tout ce qu'on peut imaginer. Multilatéralisme donc menacé. Jean-Hervé, on écoute tout de suite Donald Trump. On a profité des États-Unis pendant des décennies et des décennies, et nous ne pouvons plus le tolérer. Nous voulons et nous attendons des autres pays qu'ils fournissent un juste accès à leur marché aux produits américains, et nous ferons tout le nécessaire pour protéger l'industrie américaine et nos travailleurs des nombreuses pratiques injustes des pays étrangers. Nous sommes en train d'y remédier, lentement, mais sûrement. Lionel Fontagnier, donc Donald Trump taxe ses importations d'acier et d'aluminium pour des raisons de sécurité nationale. Et là, on parle de métamorphose aussi, selon vous. C'est le multilatéralisme qui est en train de mourir, ou en tout cas qui est profondément menacé aujourd'hui. Je crois que Donald Trump a raison en prenant le point de vue des États-Unis, qui est de dire que, comme on vient de l'entendre, les importations viennent de l'étranger. Donc ça montre une analyse très profonde du sujet. L'autre élément qui est important, c'est de voir que Donald Trump s'attaque systématiquement aux déficits commerciaux bilatéraux, ce qui n'a absolument aucun sens. Ce qui est important, c'est le déficit éventuellement commercial global. Et on sait tous que le déficit commercial global des États-Unis n'est pas du tout dû ni à des pratiques européennes, ni à des pratiques chinoises ou brésiliennes. C'est dû d'abord à la macroéconomie américaine, donc à un excès de dépenses aux États-Unis, particulièrement fort dans cette partie haute du cycle. Et donc Donald Trump est quelqu'un qui est en train de mettre à bas le multilatéralisme commercial. Il le fait de façon assez directe et assez claire, en bloquant l'organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'espèce de tribunal, qui est l'espèce de tribunal dans lequel, jusqu'ici, on a jugé les différends commerciaux. Donc les États-Unis ont de bonnes raisons pour trouver que cet organe de règlement des différends ne fonctionne pas absolument parfaitement à l'OMC, mais c'est au fond le seul endroit qui permet de faire appliquer les règles du commerce international. Et donc ce que cherche à faire Donald Trump, au-delà des droits de douane dont on parle beaucoup, c'est bloquer tout l'édifice multilatéral pour revenir à un rapport de force, car Donald Trump ne comprend que les rapports de force. Et c'est dangereux ?
C'est dangereux si on n'y répond pas, mais je crois qu'heureusement, nous avons Cécilia Malmström en Europe, qui a regardé droit dans, la commissaire européenne, qui a regardé droit dans les yeux le représentant américain et qui lui a dit « This is not the way we are doing business ». Et donc, ça veut bien dire que les Européens qui ont déposé le 18 mai la liste des produits, comme c'est prévu à l'OMC, il faut le faire 30 jours avant, qui allaient être taxés. Qui vont effectivement être taxés à partir de ce week-end, donc une série de produits. C'est fait, donc des motos, des blue jeans, des produits agroalimentaires, tout un ensemble de produits, en essayant à chaque fois de cibler les swing states, c'est-à-dire les États dans lesquels les électeurs peuvent faire basculer les votes au moment de l'élection présidentielle. Ça a déjà été efficace. Bush s'en est aperçu parce qu'il avait mis des taxes sur l'acier. Et au bout de 18 mois, ça a été un tel désastre industriel aux États-Unis qu'il a retiré ses taxes sur l'acier pour deux raisons. On avait taxé déjà les Harley Davidson, on avait déjà taxé le jus d'orange de Floride, et en plus les industriels des manufacturés en aval, comme l'automobile par exemple aux États-Unis, payaient leur acier beaucoup plus cher, et donc se sont plaints et la mesure a été retirée. Ah, donc ça pourrait être efficace, Claire Vaison, vous pensez? Est-ce qu'on ne risque pas tout de même l'escalade? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un moment pour l'Europe de se réveiller? C'est incontestablement une situation dans laquelle l'Europe doit réussir à être unie. Lionel y faisait allusion. On est dans un monde, et ce sera un des sujets d'Aix, on est dans un monde qui est de plus en plus chaotique, qui est de plus en plus incertain. Et ça avec une émergence économique, politique, d'acteurs qui sont en partie nouveaux, ça pose évidemment la question du rôle de l'Europe. On aura plusieurs sessions à Aix pour en discuter. Quel doit être le rôle de l'Europe, justement, puisqu'on doit faire des propositions à l'issue d'Aix-en-Provence, Claire Vaison? Vous l'avez dit, c'est à l'issue. Voilà, c'est à l'issue. On a pour l'instant la réflexion, parce qu'on est dans une Europe de plus en plus protectionniste, on veut dire xénophobe de la part d'un certain nombre de pays. L'Italie, qui est quand même un des membres fondateurs de l'Union européenne, comment avancer dans ces conditions? Donc déjà, face à Trump, il y a effectivement un certain nombre de mesures commerciales. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Il y a un budget de l'Europe sur lesquels se seraient mis d'accord Emmanuel Macron et Angela Merkel. Oui, on voit bien que l'Europe est interpellée sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'elle représente dans le monde, qu'est-ce qu'elle défend. Ça, ce sera une partie des discussions qu'on aura. Un autre niveau, c'est est-ce que l'Europe aujourd'hui est efficace pour ses concitoyens? Est-ce qu'il y a une envie d'Europe? Et ça renvoie à plusieurs sujets qui font partie des métamorphoses, des problèmes actuels auxquels on doit faire face. Le premier des sujets... Cette envie d'Europe, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui, en tout cas pas beaucoup. Il y a un premier sujet qui est bien identifié, je pense, par nos concitoyens, qui est une peur. Une peur et un besoin d'avoir une Europe dont ils sentent qu'elle les protège face à des mouvements humains qui sont en large partie fantasmés. Mais ce sera un des sujets d'Aix. Qu'elle les protège dans un monde économique incertain, on l'a parlé, le protectionnisme de Trump, c'est évidemment quelque chose qui appelle de la protection, qui les protège face aux menaces terroristes dont on a évidemment suffisamment souffert dans l'ensemble de nos pays. Donc il y a un besoin de protection. Je crois que celui-là, les citoyens le sentent bien. Il y a aussi un besoin d'efficacité. Il faut que l'Europe montre qu'elle est capable de renouer avec de la croissance, de l'emploi. Je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier qu'on a connu une période économique extrêmement difficile depuis la crise de 2008. Aujourd'hui, on célèbre, si on peut utiliser ce terme, tant ça a été difficile, tant ça continue à être difficile pour les Grecs. On célèbre la sortie de la Grèce du programme de surveillance qui était mis conjointement en place par l'Europe et initialement par le FMI. C'est une réussite pour la Grèce ? C'est une réussite pour la Grèce, c'est une réussite qui est amère. La Grèce venait d'une situation dans laquelle elle avait accumulé les déséquilibres, elle avait creusé ses déficits, vécu très largement au-dessus de ses moyens. Elle devait reprendre une trajectoire économique plus soutenable. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a été accompagnée pour le faire. Ça ne règle pas tous les problèmes. Les efforts consentis par le peuple grec ont été extrêmement durs. Mais je crois que c'est positif aujourd'hui de se dire que si les choses se sont passées comme elles se sont passées, aujourd'hui la Grèce doit pouvoir retourner sur les marchés financiers et sortir de cette situation dans laquelle elle était sous perfusion un peu permanente. Alors on va entendre justement Emmanuel Macron à l'occasion de son entrevue avec Angela Merkel cette semaine. Ils ont beaucoup parlé, bien sûr, de politique migratoire, mais aussi du budget de la zone euro. Jamais, depuis presque 10 ans qu'on en parle, un accord franco-allemand n'avait été trouvé sur le budget de la zone euro. Il reste beaucoup de travail, beaucoup de questions techniques. Et il est évident qu'on ne peut les purger en quelques heures ou même en quelques semaines de discussion. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas les résoudre s'il n'y a pas d'abord et avant tout un accord politique, une vision commune de répondre aux défis contemporains. Et celle-ci, nous l'affirmons aujourd'hui très fortement et très clairement à travers ce travail.
Il peut y avoir une vision commune entre la France et l'Allemagne aujourd'hui, avec une Angela Merkel fragilisée, avec un ministre de l'Intérieur donc, qui vient de la CSU, extrêmement dur sur la politique migratoire, extrêmement orthodoxe également sur les questions monétaires. Je crois qu'il y a deux niveaux de difficulté. Le niveau le plus compliqué, d'ailleurs pour tous les pays européens, c'est évidemment le problème migratoire, qui est quand même un problème qui n'a pas aujourd'hui de solution. Et on peut imaginer sans difficulté que on puisse se retrouver dans des situations absolument incontrôlables de millions de personnes qui veulent passer. Cette idée que la Méditerranée, notre Méditerranée, est devenue un cimetière pour des milliers de gens, ça reste quand même une espèce de tâche sur notre histoire qui n'est pas près de s'effacer. Et je trouve d'ailleurs que ce qu'a dit Emmanuel Macron à ce propos, ça devait être pendant son voyage en Bretagne, je crois, c'était hier, était très bien. C'est-à-dire que c'était bien expliquer le sujet, ne pas opposer. D'un côté, qui vous a frappé ? Ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas opposer de manière simple des gens qui auraient une espèce de vérité humaniste et de l'autre côté des monstres qui seraient près d'égoïsme. En ce moment, on entend surtout Matteo Salvini, on entend surtout le ministre de l'Intérieur, donc italien. Pas jusqu'à preuve du contraire, pas en France. Pas en France. Le discours de ce gouvernement est un discours qui est un discours en réalité mesuré sur ces sujets. Il faut trouver une solution, bien séparer ceux qui sont des migrants, j'allais dire, de type caractère politique, menacés, et puis les migrants économiques. Puis il y a le sujet de la zone euro. Alors ça pose un autre problème qui est, à mon avis, majeur, mais ça c'est une opinion que j'imagine on va débattre, on voit bien que l'accord se fait dans la zone euro. C'est pas l'Union européenne qui est concernée là-dessus. Donc on a une trajectoire, une volonté, et les mots qui sont employés par Emmanuel Macron sont très caractéristiques. Nous avons la volonté, au fond, d'affronter l'avenir de la même manière, mais entre les pays de la zone euro. Et l'affaire de l'Union européenne... D'accord, parce que le couple franco-allemand, là, est-ce qu'il existe véritablement, même sur cette question du budget de la zone euro ? Il existe, parce qu'ils ont trouvé un accord. Il existe, et que Mme Merkel est par ailleurs, sur le problème migratoire, une difficulté majeure, parce qu'elle a été incroyable. Il faut quand même reconnaître elle a sauvé quand même l'honneur de l'Europe. Je trouve que c'est un autre sujet. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve juste après le journal. Vous restez avec nous. En juillet 2016, un coup d'État manqué contre Erdogan en Turquie oblige de nombreux opposants politiques à fuir le pays. Depuis, beaucoup ont trouvé refuge en Allemagne, mais la peur est toujours là. Car la Turquie utilise tous les moyens pour pouvoir les juger et condamner, des moyens légaux par le biais d'Interpol dont elle est membre, et d'autres qui le sont beaucoup moins. À l'aube de nouvelles élections présidentielles et législatives, comment ces hommes arrivent-ils à montrer leur opposition au gouvernement d'Erdogan et à garder leur liberté de parole ? Turquie, la traque des opposants. À suivre dans Reporter sur France 24 et France24.com.